Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée spécial Occultober. On n'a pas pris les petites voix, la gang. Je sais pas si vous avez remarqué. On s'était dit qu'une fois c'était suffisant. Oui, je pense qu'on a... Ben là, on pense. Nous, on enregistre tout Occultober aujourd'hui, là. Fait que on n'a pas eu le temps d'avoir vos feedbacks, mais on s'est dit que c'était peut-être un petit peu traumatisant comme moment, genre les voix. Fait qu'on voulait comme pas nécessairement... Vous affligez ça 3 fois. On s'est dit d'un coup qu'ils aiment pas ça, ils sont traumatisés, ils sont genre, voyons les filles, faites un accident de char, moi. Ben, on s'est dit, c'est assez. Juste une fois. Fait que bienvenue à ce 2e épisode spécial Occultober. Oui, j'espère que votre mois d'octobre se passe bien. Je suis full contente et excitée d'entendre ta deuxième histoire. Donc là, avant toute chose, Cri, veux-tu nous lire les shout-outs du jour? Oui, bien sûr. Le shout-out d'aujourd'hui est de la part de Anne-Philippe. Elle nous dit « Salut, je sais que vous êtes ensevelis sous les demandes de crimes et de shout-out, mais voici ma demande. Shout-out pour moi-même, Anne-Philippe, qui va être vraiment contente d'entendre son nom dans mon podcast préféré dans 5 ans. » Puis là, elle écrit genre « Ha 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 » parce que c'est hilarant, là. OK, mais c'est tellement une bonne idée de se faire des petites surprises à soi-même. Oui, Je suis sûre que Anne-Philippe t'a oublié un peu que tu nous avais écrit ça. c'est sûr. C'est OK, comme- mais je l'aime, elle. C'est comme trouver un 5$ dans ta poche 3 ans après. C'est comme ton 5$ d'il y a 3 ans, mais tu t'es fait un cadeau à plus tard. Puis elle a vraiment saisi le vibe, là. Mhm. Elle nous a écrit en sachant très bien qu'il y avait d'autres mondes, puis elle était comme, garde, c'est pas grave, si c'est dans 5 ans, je vais être contente d'entendre mon nom. Ah, mais J'espère salut que à toi. T'es toujours là, salut à toi. Oui. Donc, c'était tout pour mon shout-out, là. Wow, short and sweet. Je vais en lire un, puis on peut passer... Parfait. Pour ma saveur du jour, Oui. c'est juste un craving que j'ai depuis un bon moment. OK. Et là, en faisant le concours sur Patreon, parce qu'on faisait tirer un billet pour le Festipod, il y a de cela belle lurette au moment où vous nous écoutez, mais j'avais demandé pour participer, commenter votre saveur de crème glacée préférée. Oui. Et là, avoir une 60aine de saveurs dites en rafale, ça m'a donné faim. C'était trop, là. C'était trop. Je vais faire autre chose prochaine fois qu'on fait un tirage parce que, ah mon Dieu, c'était de la torture. Mais il y a quelqu'un qui a écrit une saveur qui me rappelait à quel point c'était bon, ça. OK. De la crème glacée à l'orange. Pas du sorbet, là, de la crème glacée. Oui. C'est tellement bon. Ça goûte l'été, ça goûte la Floride, ça goûte la plage. C'est vrai. La Aquaticook à l'orange, moi, je l'adore. Je sais pas si je suis la seule, mais j'aime vraiment cette saveur-là. Mais quand je vais à la crèmerie, je prends jamais ça. Non, c'est ça. On dirait que je pense plus à de quoi de riche et sucré, comme caramel, chocolat. Mais Je comprends ce que tu veux dire. un peu comme un creamsicle, un peu. Oui, là. oui. Bref, voilà. Miam. C'est orange, ça fait automne. Ouais. Ouais. Je d'accord. reste semi dans le thème. Ben, c'est parfait. Miam. Et voilà. Merci pour ta saveur du jour. Mon Dieu, c'était bien cute quand tu l'as dit. Merci pour ta saveur. Je pense que, je sais pas si je suis cute ou si je suis brain dead. Je pense que c'est un mix des deux. Un mix des deux. Ben, OK. Fait que là, maintenant qu'on est resté dans le thème, puis c'est l'Halloween, nous autres, en ce moment, là, juste pour vous mettre dans l'ambiance, faites la même chose si jamais ça vous va, là, mais il fait noir dehors, parce que là, il commence à faire noir de bonne heure, mais bon. Mhm. Il fait noir dehors, on a des petites lumières cosy, petite ambiance, doudou, divan, coussin. Puis on se met un petit peu dans le mode spooky là, depuis Exact. un matin. Fait que si vous voulez faire la même chose, prenez-vous un petit café. Allumez-vous une petit, petite bougie Oui, et installez-vous bien parce que ça part. parfait, je suis prête. Au milieu des années 1980, Christina Boyer, alors connue sous le nom de Tina Rach, a captivé la nation en tant que la Columbus Poltergeist Kid, affirmant qu'elle pouvait déplacer des objets par la pensée.
Les affirmations de sa famille concernant ses pouvoirs télékinésiques l'ont propulsé vers la célébrité médiatique, notamment grâce à un reportage dans l'émission Unsolved Mysteries. Mhm. Cependant, sa vie a pris un tournant des plus dramatiques. Personne n'aurait pu préparer Tina aux événements tragiques de 1992. Aujourd'hui, je vous raconte comment son histoire est passée d'une célébrité du paranormal à une bataille juridique qu'elle mène encore pour obtenir justice aujourd'hui. OK. Est-ce que tu connais l'histoire de Tina Rage? Ben, ça me dit quelque chose. Ça se peut que ça me revienne. Puis Unsolved Mysteries, puis tout ça. Mhm, là. ouais. Ça doit sonner des cloches à des gens. Mhm. Unsolved Mysteries, c'est tellement connu. Vous avez peut-être écouté un épisode sur elle. Ouais, ça se peut. L'histoire que je vous raconte, là, un petit disclaimer avant de commencer, est principalement du point de vue de Tina et des gens qui la supportent. Je veux pas être trop biaisée non plus, là, mais je vais essayer de souvent rappeler que ce que je dis, c'est selon Tina. C'est selon Tina, selon ses dires, juste pour garder en tête que mes sources tankent pas mal de son bord dans l'histoire. OK. Et des fois, il faut pas oublier de faire la part des choses, puis c'est peut-être un peu tourné à son avantage ou, tu sais, Mhm. bref, c'est pas juste des sources journalistiques, tu sais, c'est Mhm. surtout elle, comment elle raconte ce qu'elle a vécu. À prendre avec un grain de sel, mais on le dit souvent dans nos épisodes, vous êtes habitués. Ouais. Ma principale source, là, je la dis parce que c'est littéralement quasiment juste ça, ma source pour vous raconter l'histoire, c'est le site web dédié à elle qui s'appelle christinaboyer.org. Mais encore une fois, c'est raconté selon elle. Mhm. Et elle a changé de nom au courant de l'histoire, mais je vais toujours l'appeler Tina. Autre avertissement, je parle de maltraitance d'enfants et mort d'enfants. Tina Rage est née le 23 octobre 1969 à Columbus, en Ohio. Sa mère biologique souffre d'addiction et est incapable d'avoir un mode de vie suffisamment stable pour s'occuper de sa fille. Elle finit donc par abandonner son petit bébé devant un hôpital sans jamais regarder en arrière. Tina est donc envoyée en maison d'accueil au Franklin County Children's Services qui, ultimement, a trouvé un foyer pour la petite Tina chez le couple de Joan et John Reich. Fait que Joan et John. John et John sont une famille d'accueil connue de la communauté. Ils hébergent souvent des enfants, parfois jusqu'à 6 à la fois. En tout, 250 enfants sont passés chez les Reich. Ils en hébergent temporairement, mais parfois, ils les adoptent officiellement. Et ça a été le cas pour Tina, qui a été adoptée par les Rage quand elle avait 2 ans et demi. T'sais, les familles d'accueil, bienveillant, c'est un beau geste. Mais je veux pas dire que cette famille-là, c'était ça, là. Mais il y a des familles, des fois, qui font pas ça pour les bonnes raisons, là. Mhm. T'sais, recevoir autant d'enfants, devenir un peu une genre de machine. Ouais. Eux, je sais pas si c'était ça. Mhm. Il y a des allégations un peu vraiment floues. Je vais pas m'embarquer là-dedans, mais OK. il y a peut-être de quoi d'un peu louche là, dans tout ça, là. OK. Mais c'est peut-être aussi juste un couple avec un grand cœur qui voulait aider les enfants. Je le prends avec un grain de sel. Parfait. Mot d'ordre. Oui. Tina, c'est une enfant enjouée, énergique, mais elle a des difficultés à l'école. Ses professeurs rapportent qu'elle fait souvent des crises durant lesquelles elle lance des effaces, des crayons au bout de ses bras. Il y a toujours des enfants un peu plus turbulents que les autres, mais elle se démarque quand même, là. À 8 ans, Tina est diagnostiquée comme ayant un trouble d'hyperactivité, ce qui peut expliquer sa difficulté à se conformer aux normes de la classe. Surtout dans ces années-là, dès que tu étais pas super tranquille à ton bureau, ben t'étais comme classé dans une case, puis on s'adaptait plus ou moins à ta manière d'apprendre. Ça s'est légèrement amélioré aujourd'hui. Mhm. Mais même avec ce diagnostic et une médication prescrite par son médecin, ça ne change pas l'opinion des autres à son sujet et Tina devient la bizarre de l'école. Elle se fait malheureusement beaucoup intimider à cause de ça, au point que ses parents adoptifs décident de la retirer de l'école pour lui donner l'école à la maison. Ils engagent un tuteur et Tina adore ce nouveau mode de vie. Ça fonctionne vraiment, mais ça fait en sorte qu'elle n'a pas vraiment d'amis durant son enfance parce que elle n'a pas vraiment d'occasion de rencontrer d'autres enfants de son âge. Elle sort pas beaucoup et est tout le temps chez eux. À 12 ans, Tina s'est confiée à ses parents adoptifs en leur disant que son frère adoptif abusait d'elle sexuellement. Selon Tina, John et John ne l'ont pas cru et l'ont plutôt giflé au visage. Et ensuite, personne de la famille en a parlé. C'est resté tabou, comme si c'était jamais arrivé cet incident-là.
Autour de 1983, des événements étranges ont commencé à survenir dans la maison des Rage. Et chaque fois, ils semblent reliés à Tina, qui a désormais 14 ans. Des assiettes, des chaises et d'autres objets semblent bouger et se déplacer mystérieusement lorsqu'elle se met en colère. Vibe 11 dans Stranger Things. Ouais, vraiment. Un jour, John était dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand soudain, les lumières ont commencé à clignoter comme si elles s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Elle a regardé l'horloge et les aiguilles tournaient à toute vitesse sur le cadran. Ensuite, plusieurs appareils électriques dans la maison se sont mis en marche. La télévision, le broyeur et la laveuse. Là, John est comme... Là, John est genre, OK, Tina, arrête de me niaiser, t'as tout allumé les électroménagers en même temps, là. Arrête de faire une petite crisette. Mais là, quand c'est devenu évident que Tina n'était pas responsable de tout ça, John a pensé que peut-être qu'il y avait un problème électrique dans sa maison. Elle a appelé un électricien pour venir voir le problème, mais l'électricien est incapable de trouver la cause de tout ça. Le breaker fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas tout. Plus tard dans la journée, John est en train de nourrir l'un des plus jeunes enfants dans sa chaise haute et soudain, la chaise se met à bouger toute seule. Tina était juste à côté, puis elle a comme tombé par terre, comme si quelqu'un l'avait poussée hors de sa chaise. Ou quelque chose, mais quelqu'un d'invisible. Ou quelque chose d'invisible. Et là, un instant plus tard, un verre s'est projeté à travers la pièce. Le chaos s'est terminé seulement quand Tina a quitté la maison pour aller se promener et se changer les idées. Et là, les Rage et leur entourage, très religieux, ont vite compris ce qui se passait. Tina est possédée d'un démon. Ça expliquerait les phénomènes paranormaux à la maison, mais aussi les comportements de Tina et ses crises de colère depuis sa tendre enfance. Les Rage appellent donc un ministre, là c'est ça que ça traduisait, là, mais I guess quelqu'un de leur église, pour venir purifier leur maison. L'homme en question y est venu, mais durant son espèce d'exorcisme, selon son témoignage, il s'est fait attaquer par un fauteuil qui a coincé ses jambes contre un mur. Ben voyons, attaqué par un fauteuil. Qu'est-ce que c'est ça? J'essaie de rester impartiale dans tout ce que je raconte, là, mais bon. Je comprends. L'homme a regardé la famille et il a dit « Je peux rien faire de plus pour vous ». Et il est parti. Classique film d'horreur. Il y a tout le temps quelqu'un qui se pointe au début puis il est comme « This is too much for me ». C'est trop, je m'en vais. Arrangez-vous tout seul, tabarouette. À la Scooby-Doo, là, genre il déguerpille les jambes à son cou, là. J'avais une... Mais j'ai compris le bruit que tu faisais. Merci. Mais là, ça n'a pas arrêté les phénomènes paranormaux, là. Ils ont continué de terroriser le foyer des Rage. Et là, lorsque les journalistes locaux et les médias ont eu vent de ces événements-là, ils ont commencé à se rendre chez eux dans l'espoir de capturer un phénomène inexplicable. Parce que là, le mot court que la maison des Rage est possédée ou Tina est possédée, il y a quelque chose qui se passe. Un journaliste du nom de Mike Harden du Columbus Dispatch, aux côtés de son photographe Fred Shannon, sont parmi les gens qui sont venus visiter les Rage. Mais tu sais, c'est comme du monde qui cogne. Ils sont comme « Hey, on veut voir s'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. » Puis là, ils les laissent rentrer, puis ils s'assoient dans le salon, ils chillent. Puis tu sais, beaucoup de gens venaient chaque semaine. Ouais, c'est bizarre. Comme des Ghostbusters. Genre. Un peu, ouais. Là, ils se sont tous assis dans le salon familial. La famille aussi, là, ils ont accueilli. Comment, bonjour, asseyez-vous, voulez-vous un verre d'eau, je sais pas trop. Et là, soudain, selon Mike Harden, Tina tenait un cadre avec une photo dedans, un cadre avec une vitre protectrice. Elle le tenait dans sa main, puis le cadre a juste explosé en 1000 morceaux, sous leurs yeux. Et ensuite, une lampe sur la table de chevet a revolé au sol. Mais le phénomène paranormal le plus populaire qui est survenu chez les Rage est le suivant. Et il a été immortalisé par une photo de Fred Shannon, et cette photo-là a fait le tour des États-Unis, ou en tout cas de l'Ohio. La photo est très claire. Tina est assise sur un fauteuil et on voit un téléphone dans les airs, un téléphone avec fil, droit, horizontal avec le fil droit, horizontal. Comme s'il volait de gauche à droite puis il passait vite. Puis là, avec la vitesse, le fil était comme tendu. Et là, Tina, elle a comme les deux mains dans les airs puis elle a l'air un peu effrayée de voir le téléphone bouger toute seule.
OK. Selon les médias et la population, cette photo est la preuve hors de tout doute que Tina est victime de phénomènes paranormaux. Vous irez voir la photo sur Instagram ou Facebook, mais Cri, je vais te montrer la photo puis je veux voir ce que t'en penses. Fait que je veux ta réaction. OK. C'est comme... Euh... Tu sais, en tout cas, ça pourrait être fake. Genre, c'est Ben pas oui. hors de tout doute, là. Non, c'est pas hors de tout doute. Je Une dis pas photo, que surtout. c'est ça, c'est une photo, c'est pas une vidéo. Puis, tu sais, je dis pas que c'est 100% fake non plus, mais je veux dire, ça pourrait 100% l'être. C'est comme, j'ai l'impression que la photo, elle a été prise au bon moment, d'acide. Ben oui, tu sais, clairement, on aurait pu lancer le téléphone puis lever les mains, là, ou quelqu'un d'autre hors cadre, tu sais, en tout cas, je veux dire... je sais pas à quel point les gens de l'époque étaient pas habitués de voir des petits effets du genre sur des photos, là, mais que le monde capote autant en voyant cette photo-là. Je suis comme, voyons, on n'est pas dans les années 1400, là, comme on en a déjà vu, là, des... En tout cas. Mais bref, genre, ça, ça là... me met pas à terre, là, la photo, là, je suis comme... Non, c'est pas spooky, on dirait un pas... téléphone qui a été lancé. Ouais. That's it. C'est vraiment pas flabbergastant. En tout cas. Et là, la photo fait la une des journaux. Les médias surnomment Tina l'enfant poltergeist de Columbus, le Columbus Poltergeist Kid. OK. Les Rage sont désormais envahis de journalistes. Tina est une mini-vedette et elle fait l'objet d'un épisode d'Unsolved Mysteries. Fait que, tu sais, ça l'a monté vite, les affaires. Ouais. En 1984, le parapsychologue Bill Roll s'est intéressé à l'étude des capacités, entre guillemets, surnaturelles de Tina. Roll et un assistant ont donc emménagé chez la famille Rage afin d'observer la jeune fille. Tu sais, la famille est vraiment à fond là-dedans. Là. C'est spécial. Roll la suit partout dans la maison avec une caméra et un dictaphone. Il écrit plus tard dans son livre Unleashed of Poltergeists and Murder, The Curious Story of Tina Rage, que Tina présente l'un des cas les plus convaincants d'activité poltergeist qu'il a jamais vu. Mais Bill Roll devient fasciné par l'adolescente. Il veut absolument trouver la source de ses pouvoirs télékinésiques. Et Tina, qui a 15 ans, s'amuse un peu du paranormal. C'est un peu wrong de laisser un adulte te suivre comme ça en tout temps avec une caméra puis genre être obsédé par toi. Ouais. Bill Roll l'emmène donc chez lui en Caroline du Nord, dans un autre état, pour l'examiner sur une longue période de temps. Non! Puis les parents, ils ont laissé faire ça. Ouais. OK. Je trouve ça vraiment weird. C'est weird. On dirait qu'ils font juste ça pour avoir de l'argent. Ouais. Mais bon, là-bas, Bill présente Tina à la psychiatre et hypnothérapeute Janie Lagol, ainsi qu'un groupe de chercheurs en paranormal. Et elle devient leur petit rat de labo. Bill pense que Tina est sensible à l'énergie électrique, ce qui lui permettrait de manipuler l'environnement physique qui l'entoure. Et il veut savoir pourquoi. Pendant son séjour chez Bill, Tina subit des scans cérébraux, des thérapies et participe même à une conférence sur la parapsychologie. C'est comme l'invité spécial. Autant Tina est devenue un véritable phénomène, la poltergeist Columbus Kid qui attire les journalistes, elle attire aussi les sceptiques qui veulent debunk toute cette histoire. Et j'ai l'impression qu'on fait partie de cette deuxième catégorie. Là. Ouais. Un homme du nom d'Amazing Randy, un magicien, dit après avoir analysé les photos et vidéos prises durant les phénomènes paranormaux de Tina, et je cite, « Je trouve beaucoup plus raisonnable de penser que quand des objets volent dans la pièce à proximité d'un adolescent malheureux de 14 ans, c'est probablement un manque de rigueur dans le rapport et l'observation fait plutôt qu'une violation des lois fondamentales de la physique. » Ouais, c'est bon. Il dit « Les preuves de Bill Roll sont basées sur une observation à très court terme, sans autres témoins présents et sans expérience directe d'aucun événement, seulement des observations périphériques. Ces données consistent en des témoignages non corroborés d'un très petit nombre d'événements dont il admet qu'ils se sont produits hors de son champ de vision direct à des moments où il était incapable de les anticiper. » Ben là... C'est comme, il se retourne, la lampe est à terre, il est genre « Tina, c'est toi qui l'as bougé? » Tu sais, mais il l'a pas vu, là. T'sais. Non, c'est ça. Puis, non. Ah.
Mais tu sais, Randy, c'est un magicien. Fait que lui, il est comme, je fais des trucs, c'est ça ma job. Ouais, c'est Fait que ça. lui, il est comme, il croit pas trop au paranormal. Mais bon, autant Randy semble vouloir ramener le gros bon sens et être pragmatique, c'est tout le contraire. Il en profite plutôt pour dire comment lui, il a des preuves irréfutables des pouvoirs de Tina. Il est genre, écoutez pas Bill, mais moi, écoutez-moi, moi, j'ai des meilleures preuves. OK. Il fait des entrevues dans les médias, il écrit éventuellement un livre sur Tina et son histoire, dont Tina avait reçu la promesse de toucher les bénéfices, mais finalement, elle n'a rien reçu. C'est sûr. Mm-hmm. Et je vous dis pas le titre du livre parce qu'il y a comme un spoiler dedans. OK. Puis de toute façon, je veux pas l'encourager. Exactement. Une autre journaliste a tenté de démentir toute l'histoire de la télékinésie paranormale de Tina. En visitant la maison des Rage, elle est tombée sur un petit caméscope qui était comme ouvert et dans lequel elle a vu une vidéo de Tina. On la voit attendre que personne ne regarde dans sa direction pour tirer une table vers elle tout en sautant et en faisant des bruits étranges comme si elle était possédée et qu'elle avait peur. Quelle mascarade. Ouais. Et là, on confronte Tina à ce sujet-là. Mm-hmm. Elle dit « Ma maison était pleine de journalistes qui ne voulaient pas partir tant et aussi longtemps qu'ils n'assistaient pas à quelque chose de paranormal. Donc, j'ai juste fait quelque chose rapidement pour les faire partir. J'étais tannée. » Hostie, voyons, c'est triste. Mm-hmm. Elle dit « Normalement, les événements paranormaux sont réels. » Mais c'est ça. J'ai comme... Oh mon Dieu. J'ai l'impression que c'était la même chose dans le cas sur Patreon que j'ai fait de paranormal. Oui. Genre, tout le monde était comme, ben voyons donc. Tu sais, genre, les gens qui étaient à la maison, ils attendaient juste ça. Mm-hmm. Fait que c'est tout créé de toutes pièces, en tout cas. J'ai l'impression. Mais Tina, encore à ce jour, elle dit qu'elle était télékinésique, qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle était possédée. Là. Ah ouais. Mm-hmm. Mais pas genre on command. Sur commande. Non, c'est ça. OK. Certains croient cette explication, d'autres non. Éventuellement, Tina est tannée de l'hypnose, des scans, etc. et demande de rentrer à la maison. Mais Bill n'a pas encore fini ses recherches. Il garde donc contact avec la jeune fille, ils s'écrivent et s'appellent souvent. Mais disons que tous ces tests-là ont mené à rien parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a rien, tu sais. C'est comme ça, c'était juste une perte de temps. De retour dans l'Ohio, malheureusement, Tina n'est pas très bien accueillie. Elle dit qu'elle vivait de l'abus. Tina dit qu'elle se sentait désespérée à l'idée de s'éloigner de la famille Rage. En 1986, à l'âge de 16 ans, elle s'enfuit avec un homme nommé James Bennett. Tina dit « En gros, je me suis enfuie et je me suis mariée pour m'éloigner de la maison des Rage. » Elle disait qu'elle vivait beaucoup de malheur là-bas. Dans sa tête, son mariage allait lui permettre de ne plus jamais revoir sa famille adoptive et la sauver de tout ça. Mais son mariage est seulement une nouvelle forme d'abus pour elle. Tina dit que James l'abusait physiquement et émotionnellement. Il la battait au point de la rendre inconsciente, la menaçait, il brûlait ses vêtements pour l'empêcher de s'enfuir, il la stalkait et la retraçait quand elle s'enfuyait de lui et de cette relation abusive. C'est triste. Heureusement, une tentative de fuite a finalement porté fruit pour Tina, qui a emménagé avec une colocataire. Mais malgré qu'elle a rencontré un nouvel homme qu'elle va fréquenter pas longtemps, là, juste un petit rebound, je sais pas trop, Tina est toujours légalement mariée à James Bennett et lui, il continue de la harceler à distance, que ce soit par des lettres ou autres. Il finit toujours par réussir à la contacter et garder son emprise sur elle un peu. La santé mentale de Tina s'est vite détériorée. Elle tombe dans une grosse dépression et souffre de troubles alimentaires. À un certain moment, elle est tellement sous-alimentée, son état est tellement grave, elle n'arrête pas de vomir et elle est si déshydratée qu'elle finit à l'hôpital. Là-bas, elle apprend à l'âge de 19 ans qu'elle est enceinte de James Bennett. Non! Ça va pas bien pour notre belle Tina. Elle donne naissance le 21 septembre 1988 à une petite fille qu'elle nomme Amber Gail Bennett. Tina veut donner à sa fille l'enfance qu'elle n'a jamais eue, malgré sa situation très précaire et difficile. Tina dit « Je voulais Amber plus que tout au monde. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était avoir un enfant à moi et je ne voulais pas l'abandonner parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse comme moi, en pensant que quelque chose n'allait pas chez moi, que mes parents ne m'aimaient pas, ne voulaient pas de moi, ne m'avaient pas gardée, n'avaient même pas essayé de m'élever.
Et je me disais que si les choses ne seraient peut-être pas faciles avec elle, au moins elle le saurait que je l'aimais. Le mari de Tina, grosse merde, là, James Bennett, est toujours dans le décor. Il continue de stalker Tina, de la harceler et il refuse de signer les papiers de divorce. Des fois, il appelle la compagnie d'électricité de Tina pour faire canceller son électricité. Là. Tu sais, genre, il gâche sa vie à distance. Ouais. Et il appelle même des fois le Franklin County Children's Services, que je vais appeler FCCS, pour faire des fausses plaintes à l'égard de Tina sur sa fille. C'est tellement triste. Mm-hmm. En 1990, elle obtient enfin les papiers de divorce signés par James. Tina se marie quasiment immédiatement avec un autre homme, Larry Boyer. À un certain moment, Tina change de nom pour Christina Boyer et ça va rester son nom pour jusqu'à ce jour. Je vais continuer à dire Tina par contre. Mais ce mariage va durer vraiment pas longtemps parce que, Tina a comme retombé dans ses patterns puis elle s'est mariée à un autre gars abusif, violent, tout le kit. Inquiète pour la sécurité d'Amber, le petit bébé, une travailleuse sociale du FCCS du nom de Suzanne Souligny a dit à Tina que si elle quittait pas cette relation abusive-là, l'État de l'Ohio vont probablement placer Amber dans une famille d'accueil parce qu'un homme violent, c'est pas bon pour élever un enfant. Puis toi, si tu quittes pas cet homme violent-là, on va prendre ta fille. Fait que prends une décision si tu veux garder ta fille. Mais voyons, ça te tente pas de genre prendre les deux? Sauve les deux? Genre... Mais c'est une adulte, Tina, tu sais. Non, je comprends, mais crime... Mais je pense que c'était pour la faire wake up. Oui, je comprends. Genre, si elle perd son enfant, elle va peut-être tout faire. Mais... Exact, c'est toute sa vie. Fait que là, peut-être que ça a fait réaliser je veux pas perdre ma fille. Je vais assez m'aimer puis avoir assez confiance en moi pour quitter cette relation-là. C'est juste que je m'imagine, mettons, dans la peau de quelqu'un qui vit de la violence conjugale puis qui a de la misère à s'en sortir puis qu'en plus, elle a un enfant à s'occuper. Puis là, de te faire dire, genre, hey, tu sais, si tu fais pas quelque chose... On va devoir prendre ton enfant. On dirait que je sais pas si c'est le coup de pied dans le cul que j'aurais besoin, là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, en tout cas, I guess que... je comprends aussi, là, le fait qu'ils peuvent pas la sauver, mais ça fait que c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui... Mais tu sais, ils se disent, s'il est violent avec toi, il va peut-être finir par être violent avec ta fille. Nous, on est un programme pour enfants, fait qu'on va protéger la fille, mais toi... Ouais. Je comprends, mais je comprends pas, mais je comprends. Une nuit, pendant que Larry était en prison pour une raison X, Tina a écouté les conseils de la travailleuse sociale. Elle fait sa valise et avec sa petite Amber, elle fuit l'Ohio en autobus, un aller simple pour la Géorgie. Et qui habite désormais en Géorgie? Les parapsychologues Bill Roll et Janie Lagel. Tina déménage à Carrolltown, Géorgie. Bill et Janie l'aident beaucoup à reconstruire sa vie à Carrollton. Et de ce qu'on sait, ils ont été une bonne aide pour elle. Quand elle n'avait plus personne, ils l'ont hébergée. Je pense que c'était des bonnes personnes ressources. Et j'en sais pas plus sur ce qu'elle a vécu dans son séjour là-bas quand elle faisait des tests plus jeunes. Mais pour le restant de l'histoire, j'ai l'impression qu'ils ont été vraiment des bonnes personnes pour elle. OK. Tina dit... Quand j'ai déménagé à Carrollton, je me suis sentie pris entre le marteau et l'enclume, car je n'avais pas vraiment d'endroit sûr où aller avec Amber. Carrollton était un endroit sûr. Je voulais vraiment venir ici pour m'éloigner de tout et je pensais sincèrement que nous pouvions prendre un nouveau départ. Tina trouve un appartement dans un complexe immobilier un peu un HLM et elle s'inscrit pour bénéficier des pensions alimentaires, là, des bons alimentaires. Elle dit « J'étais vraiment fière de moi. Je me débrouillais seule pour l'essentiel. J'avais réussi à nous éloigner de mon ex-mari et je m'en sortais bien. J'avais commencé à suivre des cours sur le rôle parental et à suivre des cours pour rafraîchir mes connaissances en mathématiques. Je pensais que tout allait bien. » Malgré ça, Tina a du mal à trouver une job stable. Pas beaucoup d'éducation, un nouveau bébé, beaucoup de trauma. Elle se fait un peu de sous en transcrivant les notes de Janie, la thérapeute, hypnothérapeute paranormal, chose bien. Mais, tu sais, c'est vraiment une petite jobine. Elle a besoin de plus pour subvenir à ses besoins. Elle dit « Vous savez, c'est difficile de trouver un emploi. Je ne voulais pas dépendre de l'aide sociale, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas trouver de travail parce que j'avais pas de babysitter et je ne pouvais pas payer de babysitter parce que je n'avais pas de travail.
et je n'ai pas de travail parce que je n'ai pas de voiture et que je ne peux aller nulle part pour trouver un fichu travail. Pauvre petite. Elle a fini par dire « Une fois que vous êtes pris dans le cercle vicieux, on est vraiment coincé là. » Puis je trouve que ça explique très bien comment c'est difficile pour les gens dans un mode de vie précaire de s'en sortir. T'as comme pas de moyens. Ouais, c'est ça. Noël 1991 arrive et Tina veut absolument donner un cadeau de Noël à sa fille Amber qui a 3 ans. Mais elle peut pas se le permettre. Elle appelle donc à la radio locale de Carrollton pour enregistrer Amber comme participante au Christmas Wish Program de la station. En 92, Tina rencontre un homme nommé David Aaron. Et il y a aussi une fille du même âge que Amber qui s'appelle Ashley. Et là, les 2 enfants, ils font des petites playdates. Et éventuellement, les parents aussi. Ils commencent à se fréquenter et Tina laisse parfois sa fille chez David pour qu'elle puisse travailler dans la journée. Mais ça fait pas très longtemps qu'elle connaît David. Selon Tina, Amber, c'est une enfant hyperactive qui bouge beaucoup. Fait qu'elle a souvent des bleus, des égratignures, elle tombe un peu partout. Elle tombe de son tricycle, des choses comme ça. C'est déjà arrivé qu'elle déboule les escaliers. Contrairement à Ashley, la petite fille de David, qui, elle, est super calme, puis tu peux y mettre un livre à colorier, puis elle va rester là 1 heure faire des dessins, Amber, elle bouge de l'air, puis elle a besoin de beaucoup de supervision. Là, tout ça, c'est les mots de Tina. Tina dit qu'elle rappelle souvent à David qu'il faut surveiller Amber et plus que David le fait avec sa propre fille. Genre, c'est pas le même enfant, elle a besoin de supervision différente, oublie pas. C'est pas parce que ta fille est calme que la mienne l'est aussi. Et Tina remarque bien que sa fille revient parfois de chez David avec des bobos, des enflures au visage des fois. Mais David dit que c'est parce qu'elle joue beaucoup puis elle tombe souvent, etc. Et quand Tina demande à sa fille « Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi t'es tombée? » Selon Tina, sa fille, elle disait « Oui, c'est vrai, je suis tombée. » Une fois, quand Amber est revenue avec une grosse poque sur la tête, là, Tina, j'ai-tu dit Tina? Une fois, quand Amber est revenue avec une grosse poque sur la tête, Tina elle a dit qu'elle a songé à l'amener à l'hôpital, parce que comme là, elle a peut-être une commotion. Ben oui. Mais David lui aurait dit « Ah, mais là, une enfant qui arrive avec une poque à l'hôpital, ils vont appeler les services sociaux, puis ils vont prendre ta fille parce qu'ils vont voir que t'as pas de job. » Puis elle a tellement peur de perdre sa fille, c'est tellement arrivé souvent. Donc, tu devrais pas. C'est ça qu'il dit, selon Tina. Tina s'est confiée à sa mère adoptive, Joan, donc elle a quand même gardé contact avec elle, ainsi que la parapsychologue Janie sur le sujet. Puis là, les 2 disent à Tina, surveille le comportement d'Amber, peut-être après montrer des signes d'une commotion, tu sais, check pour les symptômes. Le matin du 14 avril 1992, Tina laisse sa fille chez David dans sa petite maison mobile de Trailer Park. Ça fait environ 2 mois qu'elle le fréquente. Elle emprunte la voiture de David pour se rendre chez Janie et transcrire ses notes, sa petite jobine que je parlais tantôt. Quand Tina quitte la maison de Janie, sur sa route du retour, donc quand elle veut retourner chez David, David appelle Janie puis lui dit que Tina doit rentrer d'urgence. Et là, Janie fait juste dire « T'inquiète, elle est en route, là, elle devrait arriver bientôt. » Quand Tina arrive chez David, 6 heures après son départ, David est dehors et lui dit qu'il est incapable de réveiller Amber de sa sieste. Non. Là, Tina court à l'intérieur et retrouve Amber inconsciente. Tina embarque dans la voiture avec la petite dans ses bras et David conduit jusqu'à l'hôpital. Sur la route, ils essaient de faire du CPR, du RCR, et ils s'arrêtent brièvement dans une cabine téléphonique. Tina appelle Janie et lui dit de la rejoindre à l'hôpital. Tina entre dans l'urgence et hurle « My baby isn't breathing ». Des quand même comportements un peu étranges. Ça, c'est le point de vue de Tina qui explique ça. Nous, on n'était pas là. Mais on va questionner pourquoi elle n'a pas appelé le 911 quand sa fille est inconsciente. Pourquoi tout de suite partir en voiture. Puis pourquoi s'arrêter sur la route? Pour appeler Janie, pas pour appeler les urgences non plus. Elle dit qu'elle a appelé Janie pour dire « Rejoins-moi à l'hôpital », mais on ne sait pas. C'est quand même étrange. Ouais. Une fois Amber prise en charge par les infirmières et les médecins, Tina s'effondre et crie à David « C'est quoi qui s'est passé? » Elle a comme pas eu le temps de poser de questions, elle était genre sur le pilote automatique. Et David faisait juste répéter « I'm so sorry » en secouant la tête.
Plus tard dans la soirée, l'infirmière sort de la salle d'opération et annonce à Tina qu'Amber est décédée. Oh my God. Elle avait 3 ans et demi ou 4 ans. Là. Rapidement, une enquête est lancée. Tina et David ont tous deux été immédiatement arrêtés et emmenés de l'hôpital au poste de police pour être interrogés séparément. Parce que c'est douteux, la scène. Ben oui. L'interrogatoire de Tina n'a pas été enregistré sur vidéo ni audio, contrairement à celui de David, ce qui est étrange. Ben oui, vraiment. À la place, seulement des notes ont été prises à la main. Je sais pas si dans le bureau, il y avait juste un enregistreur puis ils l'ont mis dans celui de David. Mais ou... non, mais c'est bizarre. Ça marche pas, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Tina a été interrogée pendant 11 heures. Les enquêteurs lui disent, selon Tina, justement, on n'a pas d'enregistrement, fait que là, on a juste le point de vue de Tina sur son interrogatoire. Les enquêteurs lui auraient dit que sa fille avait plusieurs bleus partout sur le corps. Et Tina aurait répondu que, la même chose que je vous ai dit, elle bouge beaucoup, elle est hyperactive, c'est normal qu'elle ait des bleus. Puis là, les enquêteurs sont comme, mais il y a toujours bien des hosties de limites. Ben oui. Les enquêteurs demandent à Tina si David n'aurait pas déjà abusé sexuellement d'Amber et si Tina l'aurait laissé abuser de sa fille. Là, Tina est genre, non. Mais quand les enquêteurs lui posent cette question-là, ça lui fait réaliser, mais là, est-ce qu'ils ont trouvé des traces? Pourquoi ils me posent cette question-là de bord? Les policiers lui auraient demandé aussi si elle faisait du sexe anal avec David. Question vraiment impertinente. Ben là, j'ai peur où ça s'en va. Là. Ça peut être une question pertinente si on sait où ça s'en va, en tout cas. Mais on va y arriver, OK? Mm-hmm. Mais Tina dit que jamais elle a abusé de sa fille, que David non plus. Elle dit que des fois, elle lui donnait la fessée de temps en temps, mais c'est tout. OK. Je suis comme OK. Tout ça, c'est tellement louche, là. Je comprends rien, genre de savoir. Selon Tina, vu qu'on n'a pas vraiment de rapport de cette interview-là, sauf des notes à main levée, là, les policiers lui auraient dit qu'ils pensaient que David avait assassiné Amber, puis qu'elle doit révéler tout ce qu'elle sait, car sinon, en refusant de coopérer, elle protège un meurtrier, elle protège le meurtrier de sa fille. Tina dit que les policiers l'ont rassurée en disant qu'elle n'avait pas besoin d'un avocat, même si Tina en a demandé un. Plus tard dans la soirée, les policiers auraient ramené Tina chez elle pour fouiller son appartement. Elle se serait changée et aurait été ramenée au poste de police pour donner les vêtements qu'elle portait durant la journée aux policiers. Et c'est là qu'ils lui auraient lu ses Miranda Rights. Mais techniquement, elle était arrêtée depuis beaucoup plus tôt. Tina comprend pas trop. Là, elle dit « OK, si vous lisez mes droits, je suis dans le trouble, je suis en état d'arrestation. » Et les policiers lui disent « Non, c'est juste la procédure, signe ici pour qu'on puisse faire une fouille complète de ton appart. » Tina signe. Et comme... J'ai l'impression qu'elle manque d'éducation puis de gros bon sens un peu, puis elle est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais... Ouais. Les événements la dépassent, puis elle est comme un peu « Je sais pas quoi faire. » Puis elle vient de perdre sa fille, là. Aussi, là, oui. Tina dit « Je n'ai jamais été enregistrée on tape. Des années plus tard, les policiers prétendent que j'ai dit ci ou ça, mais ils n'ont rien enregistré de toute la soirée passée avec moi. » Pendant tout ce temps, dans une autre pièce, David est interrogé, mais lui, son interrogatoire est filmé, donc on a plus de preuves de ce qui s'est dit. David dit qu'il n'a rien à voir dans la mort de la petite Amber. Il n'a jamais frappé ou abusé d'Amber, sauf quelques fessées à de rares occasions, qu'il dit. Je suis comme, c'est même pas ta fille, là. C'est Puis bizarre. pas que c'est correct de le faire à ta fille, là, mais... Oui. Il dit, mais Tina donnait aussi la fessée de temps en temps à Amber. David dit qu'Amber avait une bosse sur le front après avoir trébuché sur le trottoir, puis que récemment, elle avait déboulé les marches de son petit perron de Trailer Park, puis que sa tête avait atterri tête première dans le gravier. Il dit que ça expliquerait les blessures retrouvées sur le corps d'Amber. Il dit aussi qu'il a proposé à Tina d'emmener la petite à l'hôpital, mais que Tina voulait pas parce qu'elle craignait que les services de protection de la jeunesse lui volent sa fille. Mais Tina a dit l'inverse. Tina dit que c'est David qui lui a dit « Non, ils vont prendre ta fille. » David dit « Non, c'est Tina qui a dit qu'elle voulait pas que sa fille se fasse prendre. » Là, on sait pas qui croire. Ouais. Suzanne Souligny, la travailleuse sociale qui a aidé Tina à déménager de l'Ohio à Carrollton,
dit qu'elle trouve ça weird parce que Tina n'avait pas peur des services sociaux. Elle dit j'ai du mal à croire que Tina ait pensé que nous allions lui retirer son bébé. Nous n'avons jamais laissé entendre cela. On lui a été d'une grande aide et a été une bonne ressource pour elle dans le passé. Mais moi, je suis comme tu as dit qu'on allait prendre ta fille qui n'était pas ton mari. Ouais. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que Tina aurait pu avoir peur des services sociaux et ne pas vouloir emmener sa fille à l'hôpital, tout autant que l'inverse. Je suis comme mitigée là-dessus. Mm-hmm. La police aurait également dit à David qu'il existe des preuves qu'Amber a été victime d'abus sexuels et que s'il avoue tout, sa peine serait probablement plus clémente. Et là, David admet les abus sexuels, affirmant les avoir commis à 2 reprises. Mais, vers la fin de l'interrogatoire, il est revenu sur ses déclarations, disant que non, en fait, il n'a jamais abusé sexuellement d'elle, puis qu'il ne l'a pas tuée non plus. C'est vraiment tellement weird. de questions. Là. Mm-hmm. Autant la police, les médias que la ville se retournent contre Tina et David, mais surtout Tina. À leurs yeux, Amber semble avoir été victime de child abuse, de maltraitance d'enfants. Ouais. Les journaux parlent de Tina comme une baby killer. L'autopsie a révélé qu'Amber était décédée des suites d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant. Son corps présente également de multiples ecchymoses au moment de sa mort, notamment une grosse au visage. Certaines des blessures sont récentes et d'autres plus anciennes. Mm-hmm. C'est clairement pas juste des petits bleus parce que t'es tombé en bas de ton vélo. C'est récurrent, là. Puis il y en a plusieurs de plusieurs dates différentes. Exact. Clairement. Sauf que, selon l'autopsie, le coup fatal porté à la tête aurait été fait pendant que Tina était au travail et que David s'occupait d'elle. Ils disent que la blessure est fraîche. Si Tina était bel et bien au travail à ce moment-là, parce que c'est ça qu'elle dit, puis la seule personne qui peut le prouver, c'est Janie. Ouais. Mais bon, on peut juste y croire ou ne pas y croire, là. Mais malgré que la police ait dit à David que des traces d'abus sexuels avaient été trouvées sur Amber, l'autopsie dit que non. Fait qu'on dirait que les policiers ils ont pris un guess puis ils ont voulu voir si David allait avouer quelque chose. En le menaçant. Puis peut-être que David... Tu sais, on a déjà entendu ça, des faux témoignages, là. C'est pas la première fois que ça l'arrive. Mais pourquoi il aurait menti mais c'est là-dessus? Ça. Est-ce que ça faisait 10 heures qu'il était interrogé puis il s'est fait un peu manipuler psychologiquement? Est-ce que il l'avait déjà fait mais ils n'ont pas trouvé de traces à l'autopsie? Est-ce que tu sais, c'est vraiment étrange puis on n'en a plus jamais reparlé d'agression sexuelle sur Amber. C'est comme devenu, c'est passé sous le radar après ça, même si il l'avait admis au début de l'interrogatoire. OK. Mais tu sais, il n'y a quand même aucune trace à l'autopsie. Fait que c'est comme, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bizarre. Je suis tellement confuse. Mm-hmm. Puis en plus, lui, il a été filmé, il a été enregistré. Fait que lui, on a comme sa version. Fait que si les... En tout cas, je sais pas. Je suis tout mêlée. Oui, c'est vraiment étrange. Même si les enquêteurs ne sont pas certains de savoir qui des deux a porté le coup fatal à Amber, ils estiment que tous les deux sont coupables de quelque chose. Mm-hmm. Notamment de ne pas avoir appelé le 911 après avoir découvert la petite fille inconsciente. Ouais. Et peut-être de maltraitance d'enfant parce qu'elle avait plein de bleus sur le corps. Mm-hmm. Un détective déclare plus tard, et je cite, « One of them must be responsible ». Ouais. Tina Reich, maintenant Christina Boyer, et David Heron sont finalement accusés de maltraitance d'enfants et de meurtre sur Amber Bennett. Tina est détenue en attente de son procès et son état mental est très fragile. On peut s'en douter. Et les médias ne lui donnent aucun répit. Pendant son séjour en prison, Tina contacte sa mère adoptive, Joan Reich, et insiste pour qu'Amber soit enterrée dans sa nouvelle robe de Pâques. Tina, menottée et vêtue de son uniforme de prisonnière, est conduite au funérarium où elle a vu Amber dans son cercueil. Mais elle n'est pas autorisée à assister aux funérailles car les gens estiment qu'elle n'est pas en mesure de se comporter correctement en raison de son état mental fragile. Ouais. Joan Reich a dû lui décrire les funérailles de sa fille au téléphone. Eh boy. Elle lui dit notamment que son cercueil était rempli d'animaux en peluche. Hey, si elle a rien à voir dans tout ça, là, c'est crève-cœur qu'elle n'ait pas pu assister à ça. Là. Vraiment. Dans les journaux, les grands titres, « Enfant victime de maltraitance sera enterré dans sa robe de Pâques ». C'est tellement
Triste. Juste comme pour être tourner sensationnaliste. le couteau dans le plaie, là, ça Mhm. fait très... Passons à l'enquête. Une enquête semi-élaborée, là. Ça consiste à fouiller l'appartement de Tina et le trailer de David où Amber a été retrouvée inconsciente. Dans l'appartement de Tina, la police a trouvé une ceinture qui, selon elle, aurait servi à battre Amber. La police n'a pas trouvé de ceinture ou quoi que ce soit dans l'appartement de David. On a apporté la ceinture au bureau du médecin légiste où quelqu'un l'a placée à côté d'une des ecchymoses sur le visage d'Amber et a pris une photo. La photo elle a été présentée comme preuve lors du procès de David, même si la ceinture a été trouvée chez Tina. Ouais. Personne n'a recherché d'empreinte sur la ceinture et si une analyse ADN avait été effectuée, ben elle n'a pas été inscrite au dossier. Ils ont juste trouvé une ceinture puis ont dit peut-être qu'ils l'ont battue avec ça. Bien que la ceinture correspondait à peu près à la taille et à la forme d'une des ecchymoses sur le visage d'Amber, un médecin légiste a témoigné qu'un objet flexible comme une ceinture n'aurait pas pu causer le fort traumatisme qui a ultimement tué Amber. Peut-être que les autres coups qu'elle avait sur le corps, oui, mais l'arme du crime, entre guillemets, ce ne serait pas cette ceinture-là. Mais David et Tina ont tous deux confirmé que ni Tina ni Amber n'avaient habité dans l'appartement de Tina où on a retrouvé la ceinture au cours des 5 derniers jours précédant la mort d'Amber. Donc, dans les 5 derniers jours avant sa mort, il habitait chez David. Dans les poubelles de la cuisine et dans la salle de bain du trailer de David, la police a trouvé des mouchoirs ensanglantés qui correspondaient au groupe sanguin d'Amber juste O. OK. Le groupe sanguin de David a été enregistré comme étant A et celui de Tina n'a jamais été testé. Fait que là, on se dit que peut-être que les mouchoirs ensanglantés, ben, de fortes chances que ça soit le sang de Amber. Tout ça est trop flou là, depuis le début. Il y a trop de ci ou ça, mais on sait pas. OK, ci ou ça, mais on sait pas. OK, on abandonne, on continue. Je comprends pas. David a déclaré qu'Amber avait utilisé des mouchoirs en papier pour essuyer le sang sur sa lèvre et sur son menton car elle s'était ouvert une coupure dans la bouche le jour de sa mort. Et l'autopsie d'Amber a révélé en effet 2 petites coupures dans sa bouche. Une à l'intérieur de sa lèvre supérieure qui présentait des signes de cicatrisation et l'autre dans sa lèvre inférieure que le médecin légiste a jugée récente. Mais je suis comme à quel point elle trébuche partout quand elle marche, là? Les proches de Tina ont rassemblé une collecte de fonds pour payer un test du polygraphe à faire subir à Tina pour prouver son innocence. Et elle l'a passé. OK. Mais c'est pas admissible en cours. Non, puis c'est pas 100% certain. Genre, Non. c'est pas fiable à 100%. Mm-hmm. Puis tu sais, un test passé par... Tu sais, payé par les gens de la famille, c'est qui administrait le test, c'est peut-être pas... impartial aussi, là. C'est pas comme une personne de la police qui l'a passé. Fait que, à quel point c'est fiable, ça, là. Mais bon, ils ont quand même essayé de l'aider pour la sortir de là. Ensuite, la police regarde l'historique de Tina. Leur enquête s'étend jusqu'en Ohio. Les policiers fouillent les anciens rapports du Franklin County Children's Services et des plaintes ont été déposées contre Tina. 3 rapports de maltraitance d'enfants ont été déposés contre elle dans l'Ohio. Les 3 ont fait objet d'une enquête et les 3 ont été jugés non fondés par le FCCS. Mais en récoltant d'autres déclarations, les policiers récoltent 20 témoignages distincts qui prouveraient la violence de Tina envers sa fille. Plus de la moitié des déclarations ont été faites par son ex-mari violent James Bennett. Un autre incident, entre guillemets, concernait une infirmière des urgences qui affirmait que Tina avait brûlé Amber. Tina avait amené sa fille à l'hôpital parce qu'elle avait des irritations sévères aux fesses, là, des diaper rash, là, que des fois les bébés ont ça. Et elle disait qu'elle s'était trompée de crème pour bébé. Puis là, cette crème-là, ça a fait une infection. Un médecin a ensuite correctement identifié la brûlure comme une infection staphylococcique et non comme une blessure causée par de l'abus. L'infirmière a pensé que Tina avait genre brûlé volontairement les fesses du bébé, mais il y a un médecin qui a corrigé le tir. Il a dit non, c'est une brûlure à cause du produit de la crème pour bébé. Tina insiste sur le fait que les autres déclarations de maltraitance d'enfants ont été faites par plusieurs membres de la famille d'un homme qu'elle avait dénoncé à la police pour s'être introduit dans son appartement alors qu'il était ivre. Ces membres de la famille vivaient dans l'immeuble de Tina et ont appelé le FCCS
apparemment pour se venger. Ces accusations ont aussi été qualifiées par le FCCS comme non fondées. Mais je suis comme, à quel point, là, t'as comme 20 plaintes de maltraitance d'enfants, mais t'as une explication pour chacune d'entre elles? Je trouve ça un petit peu louche quand même, là. Oui. Tu sais, je veux dire, ça doit arriver à des gens blancs comme neige, là, que quelqu'un de mal intentionné fait une plainte, puis tu sais, ça reste au dossier à jamais. Mais plus de 20? Plus de 20, puis il y a tellement d'affaires, genre, de son côté à elle, qui est inexpliquée. On n'a pas pris ça, on l'a pas filmé, on l'a pas enregistré, elle est arrêtée sur le bord de la route, elle a dit... Je sais pas, il y a tellement d'affaires qui est louche de son côté, on dirait. Ouais. Puis le site web, là, c'est genre 30 pages là, qui expliquent toute son histoire. Mais il y a tellement de trous dans son histoire. Je suis comme, si t'as pris la peine de tout expliquer, pourquoi t'expliques pas les trous, les trucs louches? C'est ça. À cause du passé de Tina, qui était la Columbus Poltergeist Kid, son cas a eu beaucoup plus de présence médiatique que la normale. Des rumeurs circulent, Tina est une menteuse, elle a faké d'être possédée durant toute son enfance, et là, elle ment encore. D'autres disent que les phénomènes paranormaux ont réapparu, Tina est à nouveau possédée, c'est une sorcière, bref, là, tout le monde vire fou. Là. Ouais, on essaie de trouver une explication. L'opinion publique est très négative à son égard. On l'appelle la psychokinetic killer mom. Avec son image entachée, toutes les preuves, entre guillemets, contre elle, et le fait que les photos d'autopsie du corps d'Amber, parlent d'elle-même un peu. Ça reste sa fille qui était sous sa garde. Ça augure mal pour Tina. Et la peine de mort est sur la table. Oh shit. Tina accepte donc de faire un Alford plea, ce qui signifie qu'elle plaide coupable des chefs d'accusation retenus contre elle, tout en continuant de clamer officiellement son innocence. Ça a un nom, ça, oui. On en a souvent eu des cas de même. En gros, ça veut dire « je suis pas coupable, mais je pense que le tribunal va me déclarer coupable de toute façon, alors j'accepte un accord avec le procureur. » Ouais. Elle a donc été condamnée à la prison à perpétuité plus 20 ans. Mais ça le fait en sorte que la peine de mort était plus sur la table. Hey, quand même, hein? Prison à vie plus 20 ans. Puis David, lui? On arrive à son procès après. Je suis trop excitée, je comprends pas. Mais techniquement, elle était même pas là pendant le coup fatal sur sa fille. Puis là, elle est condamnée pour son meurtre à prison à vie plus 20 ans. Mais après sa sentence en prison, Tina commence à se dire « Oh, minute, j'ai-tu eu un procès juste et équitable, moi, là? » Son avocat, il était overbooké. Il travaillait sur 88 autres cas en même temps que le sien. Durant les 2 ans et demi passés en détention en attendant son procès, il a visité Tina que 3 fois. Et selon ses factures, il a passé 17 heures en tout à travailler sur le dossier de Tina. Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Là? Je comprends pas. Genre... Et il faut rappeler que Tina, techniquement, comme je disais, n'était même pas présente quand Amber a reçu le coup fatal. Elle était chez Janie. Et Janie et David le disent aussi. Là. David, il dit, en effet, j'étais seule avec Amber. Mais sa vie est un scam, là, cette fille-là. Tout lui arrive puis elle est en contrôle de rien. Là, Exactement. Elle est comme figurante dans sa propre vie. Oui! Et ce qui a vraiment joué en sa défaveur, c'est que son procès a été en premier. Et là, on arrive à celui de David. Et c'est tout autre chose. Parce que là, Tina a plaidé coupable avec son Alford plea. Fait que ça l'aide, là, lui. Oui, fait que là, l'équipe de défense de David, il pousse la narrative comme quoi c'est Tina la vraie coupable. Elle a dit à plaider coupable. Fait que c'est elle, c'est pas notre client. Mais il épargne le mot Alford plea, là. Ils font juste dire, il est écrit plaider coupable. Ouais, c'est ça. Le résultat est le même. Et là, tu sais, évidemment, des témoins viennent défendre David. Ils disent que c'est un homme gentil, attentionné. Il y en a d'autres qui disent, oui, Tina était rough avec sa fille, tu sais. Bref, le procès est plus dirigé envers entacher Tina qu'autre chose. Oui, genre on profite du fait que c'est écrit coupable en dessous de son nom, donc... oui, puis en même temps, n'importe quoi, puis ça va aller vers elle. Puis je comprends cette logique. Oui, tout est là. Tina aussi est venue témoigner au procès de David. Ah, ouais. Elle dit « J'ai pas toujours été une mère parfaite. J'ai déjà recouru à la discipline physique avec mon enfant
Et je suis coupable de ne pas avoir appelé le 911 ce jour-là, mais je n'ai jamais maltraité ou tué Amber. Des experts disent que c'est possible qu'Amber ait reçu le coup fatal à la tête avant le départ de Tina pour le travail, donc plus tôt le matin. Oui. Mais si c'est le cas, Amber aurait eu un comportement alarmant 15 à 30 minutes après le coup. Des étourdissements, des vomissements, etc. David dit qu'Amber était tout à fait normale durant la majeure partie de la journée et qu'elle a commencé à avoir des comportements étranges près de 2 heures après le départ de Tina. Fait que là, tu sais, lui, il dit non, elle était chill toute la journée, puis à un moment donné, elle s'est pas réveillée de sa sieste. Ouais. Mais pour aider son cas, faut qu'ils disent qu'elle a eu le coup tôt le matin, fait qu'elle s'est évanouie tôt le matin pour que ça soit logique. Tu sais, il y a comme un problème ici, ça concorde pas. Mm-hmm. Qui ment? Qui ment ici? C'est sûr que quelqu'un ment, là. Ben oui, oui. David a été acquitté du chef d'accusation de meurtre et uniquement reconnu coupable de cruauté envers l'enfant. Il a eu 20 ans de prison, mais il n'en purgera que 12. C'était lui qui était présent quand Amber est morte. Oui, c'est ça. Il va faire que 12 ans de prison. Tandis que sa mère, genre, qui était pas là, prison à vie plus 20 ans. Oui, puis il a quand même avoué, là, moi, là, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est que peu importe ce que tu te fais dire, là, mettons, par les policiers, puis peu importe si ça fait 10, 12 heures, 24 heures, tu sais, là, aujourd'hui, là, en ce moment, là, ça fait 12 heures à peu près qu'on enregistre des podcasts, OK? Mais je serais toujours, malgré les menaces, malgré la peur, malgré tout ça, si, dans ma tête, là, c'est complètement logique, si David n'a pas agressé sexuellement un bébé, il va jamais l'avouer, peu importe, pas pour faire plaisir à personne, il va jamais le dire. Pour ensuite revenir sur sa décision, on dirait que ce côté-là, il me rentre pas dans la tête. Il a quand même été capable de dire oui, c'est vrai, c'est arrivé à 2 reprises. Si il était complètement innocent puis qu'il avait jamais fait ça, il aurait genre jamais voulu dire ça. Jamais. Exact. Mais tu sais, je veux juste faire l'avocat du diable que ça a déjà été vu, là, des fausses confessions, là. Oui, mais c'est gros, là. Oui, c'est confession rare, d'agression sexuelle sur oui. un bébé. Mais bref, il y a quand même eu une peine très mince comparée à Tina. Oui. Parce que Tina a plaidé coupable. Ça l'a clairement influencé le jury qui savait cette information-là. Ce qui est quand même injuste. Le jury n'était pas impartial, disons. Mm-hmm. À ce jour, Christina Boyer est toujours derrière les barreaux et clame encore son innocence. Sa demande de libération conditionnelle est toujours refusée jusqu'à maintenant. Là, il n'a jamais été accepté. Et là, je vais dire ce qu'un podcast a expliqué que je trouvais quand même assez intéressant. Le podcast, c'est Serial Napper. Et l'animatrice dit « Lorsque quelqu'un comparaît devant la commission des libérations conditionnelles, on veut pas t'entendre dire que tu es innocent. On veut t'entendre dire que tu admets les faits qui te sont reprochés et que tu acceptes ce qui s'est passé, tu regrettes et tu as appris ta leçon. Et évidemment, Tina, elle, qui clame son innocence, qui était, selon elle, même pas présente pendant la mort de sa fille, ben elle, c'est ridicule à ses yeux de dire « Oui, je regrette ce que j'ai fait ». Elle a fait un Alfred plea. Elle a plaidé coupable justement en clamant encore son innocence. Oui. Mais là, elle doit le faire si elle veut sa libération conditionnelle. Elle est comme un peu pognée là-dedans. Elle tient à son honneur. C'est comme tant et aussi longtemps qu'elle va tenir justement à son honneur puis clamer son innocence, il va comme rien lui arriver de bon. Genre. Exact, c'est ça. Mais si elle est innocente, elle est comme « Mais je peux pas avouer quelque chose que j'ai pas fait ». Ou si elle est coupable, elle est trop dans le déni puis elle l'avoue pas. Je trouvais le point de vue de l'animatrice intéressant. Je voulais le partager. Vraiment, sa vie, ça va pas, là. Est-ce que Tina méritait de la prison pour ce qui est arrivé? Probablement que oui. Tina n'a pas fait preuve de bon jugement en laissant sa fille chez un quasi-inconnu. Et même si elle revenait avec de plus en plus de bleu, elle n'a jamais eu un petit wake-up call. Elle aurait dû aller à l'hôpital plus tôt. Et pour les précédentes blessures de sa fille, elle aurait juste dû jamais revenir chez David ou laisser sa fille seule chez David après ça. C'était de la négligence, clairement. Mais c'était-tu un meurtre? Exact. Par contre, est-ce qu'elle aurait dû être accusée de meurtre de sa fille? Les preuves montrent qu'elle était probablement même pas présente.
et elle reçoit une sentence extrêmement plus sévère que David, qui lui était présent. La réponse à pourquoi? Peut-être les doubles standards. Un membre du jury a dit, après avoir reconnu David non coupable de meurtre, il a dit c'est parce que c'était pas sa fille à lui. Il trouvait que c'était pire qu'une mère ait fait ça à sa propre fille qu'un homme inconnu. Fait que, dans le fond, il insinue que les gens étaient plus sévères envers Tina qu'envers David parce qu'une mère peut pas faire ça à son propre enfant, genre. Je comprends. Bref. C'est vraiment l'opinion publique qui a joué en cours, là, en ligne de compte. Mm-hmm. Mais ce qui est étrange aux yeux de plusieurs, c'est qu'au lieu d'essayer de mettre la faute sur David, clairement, Tina pourrait dire « Ben non, c'est pas moi, c'est David qui était là avec ma fille. » Tina a dédié sa lutte à seulement sortir de prison. Elle fait juste dire « J'ai rien fait. » Mais elle dit pas « C'est David » ou « C'est quelqu'un d'autre » ou une explication. C'est spécial. Si elle prouvait d'une manière ou d'une autre le vrai coupable à sa place, ça pourrait l'innocenter, mais à la place, elle fait juste dire « Non, j'aimais ma fille, j'ai toujours pris soin de ma fille, j'aime ma fille, je n'ai jamais fait ça à ma fille. » Ce comportement amène plusieurs personnes à penser que Tina n'était peut-être pas blanche comme neige dans toute cette histoire. Sur le site internet christinaboyer.org, il y a un chronomètre sur la page d'accueil qui dit « Christina Boyer a été injustement incarcérée pour 33 ans, 168 jours, 21 heures, 22 minutes et 40 secondes au moment où j'ai consulté la page. » Donc, ça fait quand même très longtemps qu'elle est en prison et depuis tout ce temps, elle dit encore qu'elle est innocente. Tina était-elle maudite? Est-ce que son historique paranormal l'a hanté toute sa vie et lui a amené le malheur? Ou était-elle une femme peu éduquée, avec des traumatismes, qui a fait des erreurs de jugement et qui a eu beaucoup de bad luck en même temps? Était-elle vraiment possédée durant son enfance ou était-elle une enfant traumatisée qui cherchait juste l'attention? Ayant été abandonnée puis habitant dans un foyer d'accueil plein d'enfants avec quelques-uns d'entre eux qui avaient l'air d'abuser un peu de Tina, évidemment qu'elle espérait être spéciale aux yeux de quelqu'un. Plutôt qu'être suivie en thérapie par des psychologues durant son enfance, on l'a fait subir des tests chez des experts du paranormal et qui est des inconnus. Son manque d'aide et l'abus qu'elle a vécu a clairement développé chez elle des troubles cognitifs quelconques. Est-ce que ça l'a menée à être violente envers sa propre fille? On le sait pas. Était-elle une bonne mère? On n'est pas là et son procès n'était pas pour ça. C'était pour savoir est-ce qu'elle l'a tué ou non. Et voilà, c'était vraiment le tragique destin de la Columbus Poltergeist Kid qui a passé de passer au journal l'enfant prodige télékinésique à une meurtrière d'enfants. Tabarouette! Puis on sait toujours pas, genre, c'est fou! Ouais. Voyons donc! Et les opinions sont extrêmement mitigées en ligne. Dans les commentaires, c'est genre « baby killer », elle a tué sa fille, grosse connasse, genre le monde la haïsse, puis d'autres sont comme « libérez-la, c'est pas de sa faute ». Genre victime de sa propre vie, là. Mm-hmm. C'est tellement... Je sais pas où me situer. Moi non genre, plus. tout le long, là, j'essayais de me mettre quelque part, puis 2 secondes après, je changeais de camp. Genre, je faisais juste comme « Ah, ben non, c'est clairement lui. Ah, ben non, c'est clairement elle. Ah, ben non. » Genre, je suis incapable, puis encore là. Est-ce que les deux étaient responsables, tu sais, d'une façon ou d'une autre, puis ils ont jamais comme voulu l'avouer ou se l'avouer eux-mêmes, genre? Exact. C'est dur, là, à dire. Puis je trouve ça poche que ce soit elle qui paye le prix total et non lui, mais tu sais, je comprends que comment que les procès ont été faits, le fait qu'elle soit passée en premier, que ce soit sa mère. Coupable. Ouais, puis tu sais, c'était sa mère, c'était son devoir de la protéger. J'ai l'impression que les gens étaient plus sévères envers elle. Je comprends. Mais comme c'est tellement possible dans les deux cas, genre ça peut tellement être n'importe quoi, on dirait. J'ai comme l'impression que c'est peut-être que ça part de quelque chose de... Je sais pas comment dire, là. Tu sais, c'est vraiment comme de la négligence, mais des deux côtés. Puis il est pas arrivé peut-être d'événements en particulier, genre. J'ai comme l'impression que peut-être que c'est vrai là, que l'enfant se blessait, puis elle a négligé, mais là, lui, puis nanana, puis au final, c'est peut-être genre un peu de négligence de tous les bords, tous les côtés, puis c'est arrivé un accident, mettons. Ouais. Ça se peut là, qu'elle ait eu un coup à la tête en tombant, puis que
vraiment plus tard dans la journée, elle se soit endormie. Tu sais, là, quand tu fais une commotion C'est cérébrale, ça, ils ouais. disent de pas aller te coucher, là. Ouais. Peut-être que pour un enfant, tu sais, peut-être que c'est comme un gros accident, puis il y a personne qui a pris de responsabilité. Donc, ils ont eu chacun des conséquences, mais qu'au final, c'est un peu, genre, pas la faute de personne et la faute de tout le monde à la fois, là. Je sais pas comment dire, là. C'est peut-être qu'il a laissé ses enfants tout seul, il est parti s'acheter de la bière, je sais pas trop, il est revenu. Peut-être qu'il y a de quoi à se reprocher là-dedans, mais qu'elle aussi, puis les deux se disent innocents, puis les deux devraient se dire négligents, mais pas nécessairement tueurs, mais... Puis tu sais, avec toute l'historique dans son adolescence d'avoir, tu sais, clairement, je pense, inventé toute sa télékinésie, là, désolée, mais moi, je crois pas à ça une seconde. Non, moi non plus. Tu sais, ça a comme brise sa crédibilité un peu après. Ouais, fait que tout ça, ça joue en ligne de compte, là. Elle est pas chanceuse, là. Elle aurait dû, genre, recommencer sa vie, se donner un nouveau nom, une nouvelle identité, puis repartir à zéro. Elle a essayé, elle a changé de nom, là. C'est vrai. Ben oui, ouais. Mais elle est juste tombée dans le même pattern. Elle est retournée voir son parapsychologue, Bill, puis Gianni. Tu sais, elle a pas vraiment changé de vie, en fait. Elle a essayé, mais c'est tout ce qu'elle connaissait. C'est triste comme histoire parce que c'est fou, là. On parle ici d'un enfant, puis on dirait que je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Genre, on le saura jamais, là. Ouais. Les bleus, puis tout ça, tu sais, c'est-tu quelque chose de vraiment plus gros qu'on le pense? Ça m'écoeure. J'ai comme pas réalisé, mais mes deux cas à October, ils ont une fin mystérieuse. Oui, mais c'est ça, j'allais te dire. En plus, là, les deux, on les a fait aujourd'hui, nous autres, mais ouais. ça fait 2 fois que je suis genre, on est laissé sur notre fin. Je suis désolée. Non, c'est correct. C'est correct parce que c'est mystérieux, puis ça fit un peu aussi dans le vibe. Écoute, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Un meurtre à la hachette, puis là, un enfant qui est mystérieusement mort, puis on saura jamais pourquoi, mais il y a clairement quelqu'un de coupable là-dedans. C'est trop weird. Trop weird. Triste histoire. Je sais pas quoi en penser. Pour vrai, je suis comme full confuse. Il y a trop d'éléments dans l'histoire qui pourraient porter à croire une ou l'autre des situations. Genre, les deux sont plausibles. Je pense que c'est un bon mélange de tout ça. C'est ça, tout le monde a un peu de tort dans cette histoire. Autant Tina, David, les parents de Tina, les parapsychologues. Le background fait en sorte que c'est encore plus difficile et complexe. Puis c'est un beau mélange de tout ça, je pense, malheureusement. Mais c'est triste. Ben, merci pour ton histoire. Ben, de rien. Merci à vous aussi d'être là. On vous aime fort. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode régulier Occultober. Oui. Et ensuite, ce sera l'Occultober Patreon. Oui. Donc, on se revoit très bientôt. Bisous, bisous. Puis sinon, ben, je suis bien contente qu'on poursuive la tradition. J'espère que vous avez acheté vos hoodies, crewneck, t-shirts sur notre boutique en ligne ou pas. Mais bref, merci beaucoup pour tout ça, de nous écouter. Yes. Gros bisous, on vous aime.